Tout public, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, pire que ça? Qui choisit les interdictions des films qui sortent au cinéma? Sur quels critères et surtout, est-ce qu'on peut encore censurer un film en France? Aujourd'hui, je vous parle de la classification des films, de son fonctionnement et de ses limites. Le 9 octobre 2024 sortait Terrifier 3, dernier volet de la saga réalisé par Damien Leone, un film qui a pris à moins de 18 ans. La mesure est rarissime et le distributeur ESC s'est empressé de sortir un communiqué dans la foulée, précisant, je cite, « Pour la première fois depuis bientôt 20 ans, un film d'horreur va être interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie salle en France. » Le dernier film sorti en salle avec cette sanction est le documentaire Cannibal, très bon au passage. Pour ce qui est de la fiction horrifique, il faut effectivement remonter jusqu'à Saw 3 en 2006. Mais l'histoire, vous la connaissez peut-être. L'info a fait le tour des rédactions, on s'est mis à parler d'Art le Clown dans la matinale de BFM entre deux reportages sur le concours du meilleur fromage de France, et le film a fait un énorme carton. Alors pourquoi s'être insurgé alors qu'il a bien marché? Probablement en partie grâce à l'exposition qui a résulté de ce classement. Eh bien parce que le moins de 18 ans a une histoire particulière qui a toujours énervé les représentants de l'industrie. Vous aimez la dystopie? Les intrigues où les personnages sont perdus entre rêve et réalité? Eh bien je suis là pour vous conseiller le livre Le Passeur de Prospera, écrit par Justin Cronin. Présent dans la prestigieuse liste des best-sellers du New York Times en 2023, il est désormais disponible en français grâce aux éditions Robert Laffont et c'est un petit immanquable de la littérature de science-fiction. L'histoire se déroule sur un archipel paradisiaque composé de 3 îles différentes, dont celle de Prospera. Proctor, notre héros, y mène une existence ordinaire avec sa femme Élise et y travaille comme passeur. Mais en fait, son rôle consiste à accompagner les retraités jusqu'au ferry qui les emmène vers l'île de la Crèche, lieu où ils seront régénérés et leurs souvenirs effacé. Sauf qu'un jour, il doit escorter son propre père et la situation ne se déroule évidemment pas comme prévu lorsque son père lui dit « Le monde n'est pas le monde, tu n'es pas toi ». Évidemment, c'est à partir de là que le roman bascule et nous plonge dans une série de mystères, de rebondissements et d'énormes twists. Que signifie Ouranos? De quoi son père a-t-il tenté de le prévenir? Pourquoi les autorités veulent-elles absolument empêcher Proctor de se souvenir de ce détail? Est-ce que cela a un rapport avec ses rêves désormais disparus? Mystère. Justin Cronin nous embarque dans un grand voyage spectaculaire avec du suspense, de nombreux lieux complètement différents, mais aussi une grande réflexion sur l'humain, les sentiments, la liberté, la technologie, les conspirations, la lutte des classes. Au fil des pages, en fait, on ne sait plus vraiment où est la vérité et où est la manipulation, tellement la réalité est déformée par les mensonges, les révélations, les surprises du récit. Et franchement, c'est absolument captivant. Si vous êtes fan de science-fiction, le livre est fait pour vous, d'autant plus qu'il renvoie à de nombreux chefs-d'œuvre du genre comme Matrix, Inception, Blade Runner, Westworld ou même Silo, récemment adapté dans l'excellente série Apple TV+. Bref, c'est Le Passeur de Prospera, disponible dans toutes les bonnes librairies grâce aux éditions Robert Laffont, et je vous souhaite déjà d'ailleurs une bonne lecture. Pour évoquer les subtilités de cet exercice délicat qu'est la classification de films, il faut remonter un peu dans le temps. La première disposition étatique prise vis-à-vis du cinéma date de 1909. C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur demandant à ce que les maires interdisent bien toutes les représentations cinématographiques d'une exécution. C'est en 1916 et 1919 que sont formées les premières commissions et surtout le fondement du contrôle du cinéma en France, le visa. Cette règle énoncée il y a plus d'un siècle, elle n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. En France, pour qu'un film sorte, il doit obtenir un visa du ministère. Alors bien sûr, les modalités ne sont pas les mêmes. À l'époque, ça dépendait complètement, puis en partie du ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministère de la Culture. Et bien sûr, à l'époque, la commission ne peut prendre que 3 décisions. Accorder le visa, pas accorder le visa, ou accorder le visa à condition de faire des coupes. C'était indéniablement de la censure. D'autant qu'il faut attendre 1941 avant l'apparition d'une limite d'âge, 18 ans donc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire longue et compliquée de la réglementation, parce que Mathias là derrière la caméra me supplie d'abréger, mais on pourrait grossièrement résumer en disant que le but de la ou des commissions mises en place par les ministères de l'État a progressivement évolué. On est passé d'une nécessité de protéger l'ordre public à une nécessité de protéger la jeunesse. À l'époque, on bannit les films parce qu'ils inciteraient à faire des choses socialement répréhensibles. Aujourd'hui, on limite l'accès des enfants aux films qui comportent soit du sexe, soit de la violence, soit les deux. On avouera qu'on a gagné au change, mais bien entendu les choses sont un poil plus complexes. Les paliers d'interdiction ont fait le yo-yo jusqu'aux 2 derniers décrets qui constituent la majeure partie du système actuel. D'une part, on a donc le décret de 1990 qui a créé la commission de classification telle qu'elle sévit encore aujourd'hui et qui a instauré les paliers suivants que vous connaissez par cœur, tout public, moins de 12 ans et moins de 16 ans qui remplacent l'interdiction aux moins de 18 ans. Mais alors comment Terrifier 3 a-t-il pu écoper d'un moins de 18 ans, me direz-vous?
j'y reviendrai plus tard. A noter que ces paliers ont été réfléchis par des professionnels de la protection de l'enfance, de manière à coller aux grandes étapes de la vie des ados. J'étais vraiment pas prêt pour ça. C'est comme si la puberté m'avait attaqué. D'autre part, on a la loi de finances de 1975 qui instaure le célèbre classement X. Pourquoi la loi de finances? Parce que le classement X vient jusqu'à 2009 avec plusieurs sanctions purement économiques, dont notamment une TVA plus élevée et la nécessité de diffusion dans des salles spécialisées. Le classement X vise, je cite, les films pornographiques ou d'incitation à la violence, the good stuff quoi. En l'état donc en 2025, le ministre de la Culture peut donner 6 décisions différentes. Le classement tout public, l'interdiction au moins de 12 ans, l'interdiction au moins de 16 ans, l'interdiction au moins de 18 ans, chut j'ai dit qu'on allait y revenir, l'interdiction au moins de 18 ans avec inscription sur la liste X, et enfin, le refus de visa. Et oui, si votre question était peut-on encore censurer des films en France, la réponse est oui techniquement. Mais il convient de nuancer, le dernier refus de visa remonte à 1976. Cette épée de Damoclès reste toutefois pour les uns une manière de sévir, si un jour on diffusait en commission, je sais pas, une apologie du pédonazisme, pour les autres, une brèche juridique ouverte vers un futur moins libre. A noter également que le dernier classement X remonte lui à 1996 et que les salles spécialisées ont quasiment disparu. Comme vous le savez, elle est finie l'époque des impairs aux poches trouées et des sièges qui collent. C'était le bon vieux temps. De plus, chaque interdiction peut être accompagnée d'un avertissement qui explicite la décision et fait parfois officieusement figure d'intermédiaire entre deux classifications. Mais alors, qui décide? Ou plutôt, qui donne un verdict qui amènera le ministère de la Culture à attribuer le visa? C'est donc la commission de classification, désormais gérée par le CNC. La commission est constituée d'un président, issu du Conseil d'État, d'un président suppléant, de 27 membres titulaires et de 54 suppléants. Ils sont nommés pour une période de 3 ans, renouvelable 2 fois, et ils sont répartis en 4 collèges, donc en 4 groupes. Il y a celui des administrations, des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale, de la Famille et de la Jeunesse. Il y a celui des experts, qui rassemble des médecins, des spécialistes des sciences humaines et autres issus d'associations familiales. Il y a celui des professionnels du cinéma, qui regroupe des professionnels du cinéma, dont les critiques d'ailleurs, bonjour je suis là et je passe déjà mes semaines à regarder des films gore. Enfin, il y a celui du jeune public, constitué de jeunes de 18 à 24 ans. Tous ces gens se réunissent 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, et ils voient en général 2 films, avec au milieu un repas. Les critères objectifs n'existent pas, et à une exception près, il n'y a même pas vraiment d'indication officielle à chacun des paliers. C'est donc un débat en toute subjectivité, ce qui est fort logique, puisqu'on parle d'art après tout. Je ne vais pas revenir sur les discussions en elles-mêmes, qui sont de toute manière tenues secrètes, mais je vous renvoie à ce super bouquin, Interdire de voir, du sociologue Arnaud Esquer, qui décrit à peu près la nature des discussions et les raisonnements qui prévalent généralement. Sachant que, comme vous vous en doutez, les professionnels du cinéma ont plutôt tendance à défendre les films, tandis que les experts ont plutôt tendance à protéger le public. Mais la commission n'est qu'une étape dans le processus d'attribution d'un visa. Alors, comment ça marche? Disons que je suis un distributeur et que je veux sortir en salle le film Antoine Desrues contre les zombies nymphomanes. Je fais donc une demande de visa auprès du CNC. Le film sera d'abord vu par un comité, qui n'est pas encore à la commission. C'est une sorte de filtre pour évacuer direct les films tout public qui constituent la majorité des films soumis. En 2023 par exemple, 1454 films étaient jugés tout public et 149 avec restriction. 3 options s'offrent au comité. Soit il accorde le tout public et confie le film au ministère qui accorde le visa, hop, c'est dans la poche. Soit 2 membres minimum du comité, sur 8 en moyenne, préconisent une restriction. Dans ce cas, le film est diffusé en commission. Enfin, 2 membres peuvent aussi préconiser un simple avertissement, et dans ce cas, c'est à moi, en tant que distributeur, de décider si le film a son visa tel quel, ou s'il passe quand même en commission. Malheureusement, dans mon cas, la scène où Antoine écorche vif un zombie nymphomane en hurlant au nom d'Aiwa n'est pas passée auprès des membres. Ceux-ci préconisent un moins de 16 ans avec avertissement et le film passe en commission. Après un débat passionnant, le pyjama Optimus Prime de Antoine n'est-il pas trop limite pour de jeunes sensibilités, elle rend son propre verdict. Malheureusement, elle propose également un moins de 16 ans avec avertissement. Le film est donc envoyé au ministère pour l'allocation d'un visa. Mais le ministre peut demander un deuxième examen. Plusieurs films ont ainsi évité un moins de 18 ans, annoncé une première fois. Le deuxième examen confirme la décision, malheureusement, Antoine Desrues contre les zombies nymphomanes sera bien moins de 16 ans avec avertissement. Alors, est-ce que c'est fini? Eh bien non, car mon film n'est pas trop catholique. Le visa va donc être attaqué en justice par une association. Et là les amis, bienvenue en enfer. Il arrive de temps en temps que des visas soient attaqués, amenant l'affaire devant le tribunal. Et dans ce cas, ce n'est plus une commission, mais le juge qui décide. Ça commence à la cour administrative, ça peut se poursuivre au Conseil d'État, voire à la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans l'immense majorité des cas, c'est du fait d'une association qui s'appelle Promouvoir.
L'association ne vise pas à promouvoir le cinéma bien sûr, mais selon ses propres textes, les valeurs judéo-chrétiennes de la France. Elle a été fondée en 1996 par André Bonnet, avocat et ex-magistrat. Le bonhomme affirme ne mettre aucune idéologie dans son combat, il faudra donc ignorer son parcours politique qui passe par à peu près toutes les nuances de l'extrême droite à cravate, du parti de Villiers à celui de Bruno Maigret, en passant bien sûr par le FN. Il faudra également passer outre son interview lunaire aux Inrocks où il dit espérer que les musulmans se convertissent au christianisme au nom d'une décadence morale des sociétés occidentales. N'oublions pas non plus d'oublier cette intervention télévisée en 2001 où il affirmait, toujours sans sourciller, que, je cite, « la pratique homosexuelle est contraire à la nature ». C'est contre nature. Puis, je cite toujours, « il y a un lien manifeste, une corrélation statistique entre homosexualité et pédophilie. Rien d'homophobe donc dans les soi-disant valeurs défendues par l'association, y compris à ses débuts lorsqu'elle affirmait dans ses statuts militer en faveur, je cite toujours, de la dignité de l'homme, de la femme et de l'enfant, et se propose à ce titre de faire obstacle au développement de l'ensemble des pratiques contraires à cette dignité, parmi lesquelles, tenez-vous bien, l'inceste, le viol, l'homosexualité, la pornographie ou l'embrigadement par les sectes. Alors attention, il précise bien que la mention de l'homosexualité a été dégagée des statuts en 1999, donc soit les quelques centaines de membres qui forment l'association ont tous subitement ravalé leur haine, soit ils se sont rendus compte que ça passait plus trop dans les médias. On ne sait pas, un indice chez vous quand même, en 2007, donc bien plus récemment, un article posté sur Feu, leur site, intitulé « La pornographie, ce fléau », explique tranquille que le caractère artificiel des relations qui découlent, du porno donc, décourage un nombre croissant de jeunes gens avec un dégoût pour le sexe opposé qui conduit tout droit à l'homosexualité, masculine ou féminine, dont il est l'un des agents déclencheurs. Attention, si vous passez trop de temps sur Pornhub ou devant un film de Lars von Trier, vu que c'est pareil sur le, vous allez changer d'orientation sexuelle. Mais l'homosexualité n'est pas la seule obsession de promouvoir. Lorsqu'elle attaque le visa de 50 nuances plus claires, par exemple, l'un de ses arguments était le suivant. Les deux héros sont montrés comme un couple normal, choyés certes financièrement par la vie, mais ayant une relation romantique et même de père et mère de famille classique. Comme si le fait de s'enchaîner à une grille, de se brutaliser avec des vibromasseurs et autres appareils de fisting relevait d'une relation tout à fait normale. Je sais pas vous, mais je pense qu'une relation sexuelle, à condition d'être pleinement consentie par deux personnes respectueuses l'une de l'autre, est un acte tout à fait normal. Alors peut-être est-ce un peu facile de ressortir les petites phrases homophobes et autres velléités de contrôle sur la sexualité des Français. Donc je suis allé lire plusieurs interviews de Monsieur Bonnet, par ailleurs avocat, donc il ne s'agit pas d'un illuminé, loin de là. Et c'est intéressant, car d'une part, on a des arguments qui sont tout à fait entendables sur certaines formes de représentation. Il explique notamment que selon lui, certains membres du collège d'experts ne sont pas assez experts pour juger justement. Remarque peut-être légitime, après tout je ne suis pas du tout qualifié, mais d'autre part il sort des diatribes frôlant le complotisme pur et dur sur un cinéma d'auteur qui ferait exprès de mettre du sexe dans ses films pour habituer la jeune génération à la pornographie, comme une sorte d'opération souterraine menée par Lars von Trier et Gaspard Noé, qui en plus, selon lui, s'attirait systématiquement la sympathie de la critique dès lors qu'ils saturent leurs films de cul. Il doit peu lire la presse quand même, le monsieur. Mais mine de rien, promouvoir, ça fonctionne. Sinon, j'en parlais pas autant. Et oui, car le moins de 18 ans, c'est eux. Enfin, indirectement. La première très grosse victoire de Promouvoir, du moins celle qui lui a permis de se faire connaître, c'est son attaque du visa d'exploitation du film Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Interdit au moins de 16 ans avec avertissement, son visa est annulé sur décision du Conseil d'État. Il ne sera resté que 2 jours en salle. Apprenant que le film doit sortir en vidéo, Promouvoir renchérit et finit par faire jurisprudence. Puisque le film est jugé trop extrême pour le moins de 16 avec avertissement, mais pas pornographique, le classement moins de 18 ans est rétabli sans inscription sur liste X, avec une exploitation sale dans la foulée. Sachant qu'il s'agit du seul classement avec une consigne, sont classés ainsi les films comportant des scènes d'une grande violence qui sont de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser. Peu de films se mangeront une telle interdiction, extrêmement difficile pour les distributeurs d'un film d'auteur, puisque les réseaux d'exploitants sont forcément très frileux. Promouvoir se fera ensuite une spécialité d'attaquer à tour de bras les visas, parfois avec succès, parfois non. Les cas les plus médiatisés sont peut-être ceux de Love, une victoire, Antichrist, une victoire après une longue affaire, Saw 3D, une victoire 5 ans après la sortie, ou encore La vie d'Adèle, une défaite. Mais ils sont aussi attaqués le pornographe Ken Park, Sausage Party, ou encore plus récemment, Bam Gang. Vous comprenez pourquoi le moins 18 est assez symbolique et à quel point il peut irriter. La question n'est pas de statuer sur si oui ou non Baise-moi et tous ces films méritaient telle ou telle restriction. Je ne suis pas un expert de la protection de l'enfance, donc je n'en sais rien.
La question, c'est plutôt la légitimité d'une association clairement religieuse pour des questions de régulation de l'art dans un pays laïque. Alors les pros du relativisme et autres avocats commis d'office du diable diront que la question de la classification est par définition subjective et donc implique quelques biais. En effet, mais le système de collège garantit une diversité minimale, évitant justement de plaquer une grille trop dogmatique sur les films en question. Je vous laisse imaginer le scandale si une association affiliée à une autre religion tentait de faire annuler des visas, car après la décision de faire de Baise-moi un film moins de 18 ans, Promouvoir a réattaqué le visa, sachant qu'une ratification X n'aurait pas du tout changé la limite d'âge en question. Ce qui intéresse l'association à ce moment-là, ce n'est pas uniquement la protection de l'enfance, mais l'invisibilisation maximale de l'œuvre à une époque où les salles spécialisées dans le X n'existent déjà presque plus. Au fond, une éradication pure et simple ne les dérangerait pas, montrant que la différence entre censure et restriction établie au fil des années est encore extrêmement friable et qu'on ferait mieux d'y faire attention. Enfin, la question n'est pas ce qu'on pense des films en question, mais à leur possibilité d'exister, à une époque où le vague concept de liberté d'expression est instrumentalisé par à peu près tout le monde pour justifier tout et n'importe quoi. Cette vidéo vulgarise un sujet très complexe et je l'ai élaboré à partir de 3 sources. D'une part donc le bouquin de Arnaud Ecker, d'autre part le 6e numéro du fanzine Darkness qui est spécialisé désormais dans les questions de censure. Je vous conseille toute la collection, il y a divers thèmes, celui-ci c'est sur la censure en France donc. Et il y a enfin le site du CNC avec les rapports et même un moteur de recherche sur les restrictions. Je vous conseille de vous perdre dans la catégorie des films classés X, entre 3001, l'Odyssée de l'extase, C'est la queue du chat qui m'électrise ou Les Zizi en folie. Voilà, si vous avez plus de disons 12 ans, n'hésitez pas à vous abonner sur le site pour nous soutenir. Ça vous donnera accès à différents dossiers sur Au hasard, la non-exploitation et les Black Emmanuel. Et si vous aimez les films un peu méchants, je vous renvoie à la vidéo de Judith sur The Substance. A plus.